De commencer. Vous paraissez très loin, est-ce que vous entendez bien? Oui, vous entendez bien? Parce que c'est important ce qu'on va vous dire. Donc je suis Philippe Duc et j'anime le think tank économie santé du groupe Les Échos. Alors pour parler du think tank et plutôt de la recommandation 2015, en principe il y a 3 personnes avec moi. Pour l'instant il n'y en a qu'une. Les meilleurs sont là, comme on dit toujours. Donc Jean-Marc Coursier, qui a une caractéristique intéressante, vu que dans ce haut lieu de l'hôpital, il dirige les relations médicales d'un groupe de cliniques de la Générale de Santé. Et puis il y aura aussi à cette table, j'espère, Christian Anastasie, qui est le directeur général de l'ANAP, l'Agence nationale d'appui à la performance, donc pour les établissements hospitaliers. Et puis il devait y avoir Frédéric Valtou, malheureusement qui a été retenu ailleurs, mais qui sera remplacé par Cédric Arcos, qui est le directeur de cabinet de Frédéric Valtou et de Gérard Vincent à la FHF. Il a un titre de directeur d'hôpital. Alors, aujourd'hui, c'est un jour particulier pour l'hôpital parce que les hospitaliers d'Île-de-France manifestent, se dirigent vers la PHP, avenue Victoria. Et nous, aujourd'hui, on va parler d'économie à l'hôpital. Alors, le think tank économie santé a été créé il y a 3 ans. 4 ans, on en est à la 4e recommandation. L'objectif de ce think tank économie santé, c'est simple, donc créé en 2011, c'est d'apporter une contribution concrète et pragmatique, originale et réaliste, en se focalisant sur le rôle et la responsabilité de chacun des acteurs, et ayant une vision très transversale, c'est-à-dire en impliquant, parce que comme vous le savez, le système de soins est un système qui est très en silo, chacun travaille un peu dans son coin pour caricaturer, et il n'y a pas vraiment assez de travail ensemble collaboratif. Donc l'intérêt de ce think tank, il y a une quarantaine de membres de tout horizon. Il y a des économistes, des hospitaliers, des médecins, des assureurs, donc on est une vingtaine. Et on se réunit de juin à février, une fois par mois, de 8h30 à 10h30. Et puis progressivement, on élabore une recommandation avec l'idée que l'intérêt général n'est pas la somme des intérêts particuliers. Et surtout l'idée que ces recommandations, il n'y a pas beaucoup de think tanks en fait qui se focalisent réellement sur le système de soins, parce que l'économie santé, c'est l'organisation du système de soins, faire en sorte qu'on puisse réellement essayer de faire progresser les choses. Que notre système, il est en silo et puis il est un peu bloqué quand même. C'est difficile, on l'a vu avec la loi santé, ou même aujourd'hui avec les 35 heures, c'est difficile de le faire avancer. Donc à chaque fois, on essaye d'avoir une recommandation, donc on réfléchit pendant une petite année, et puis petit à petit se construit une recommandation sur un thème, et on essaye comme on dit, de trouver des leviers, de trouver quelque chose qui fait qu'on va pouvoir faire progresser les choses. Alors, les 2 précédentes recommandations, c'était sur les personnes âgées. Vous savez que les personnes âgées de 75 ans et plus paient un lourd tribut à la mauvaise organisation du système de soins, parce que si elles sont en fragilité, elles ne sont pas dépistées assez rapidement. Si elles sont dépistées, souvent c'est en catastrophe, elles se retrouvent à l'hôpital et rien n'est vraiment prévu pour eux, donc ils sont soignés en aigu, et puis quand ils sortent de l'hôpital, ça ne va pas forcément beaucoup mieux. Et donc ça a donné lieu au niveau des pouvoirs publics à ce qu'on appelle PAERPA, les expérimentations PAERPA, c'est-à-dire les personnes âgées en risque d'autonomie. On a fait une recommandation donc il y a 2 ans, et c'est vrai que le sujet demeure, et que c'est vrai que les personnes de 75 ans et plus sont toujours pas forcément très bien traitées. Et ce qu'on avait proposé, c'est de faire un guichet unique, de regrouper tous les financements, et au niveau d'un territoire, faire en sorte qu'il y ait une vraie logique populationnelle, que les personnes âgées en fragilité soient repérées, et il y a des recommandations, des procédures qui ont été mises en place par la HAS, mais tout ça n'est pas encore effectif. Donc là, on peut penser qu'en tout cas, on essaye de pousser là. Et puis, la recommandation de l'année dernière, c'était la coordination des soins, où là, ça rejoint un peu, mais plus général sur l'ensemble du système de soins. Il y a un problème de coordination des soins, ne serait-ce en ville, entre la ville et l'hôpital. Vous savez que dans la loi santé, il était instauré qu'il sera obligatoire de faire une lettre de liaison quand un médecin de ville enverra un patient à l'hôpital, et quand un médecin hospitalier renverra, si je puis dire, le patient en ville, que le médecin de ville soit informé. Donc on est compte que moi je suis médecin, et depuis 20 ans on me dit ça n'existe pas encore aujourd'hui, et il faut l'inscrire dans la loi, une lettre de liaison.
Donc la coordination des soins, on avait fait différentes recommandations. Alors, sur l'hôpital, cette année, on s'est penché sur l'hôpital, sur les économies à faire à l'hôpital. Le président de la FHF, dans son discours inaugural mardi, disait que l'hôpital avait sûrement une place trop importante dans le système de soins. Et on s'aperçoit que des économies sont possibles. Alors, des économies sont possibles parce que l'hôpital en France représente 38% des dépenses totales de santé, alors que en Europe, c'est 31%. Donc on dépense beaucoup plus pour l'hôpital en France que dans tous les autres pays d'Europe, et 29% en Allemagne. Et on est numéro 1 par rapport au PIB. Les dépenses de l'hôpital, c'est 4,2% du PIB en 2012 contre 3,2% en Allemagne. Alors c'est vrai qu'en Allemagne, on dépense moins à l'hôpital, mais on dépense plus en médecine de ville. Quoi qu'il en soit, on s'aperçoit bien que l'hôpital, aujourd'hui, en France, coûte trop cher et qu'il est possible de faire des économies et qu'il faut accélérer le virage, comme on dit, ambulatoire. Alors, on a regardé depuis 25 ans, beaucoup de choses ont été faites à l'hôpital. Il y a la loi de 1991 qui a créé les SROS, les schémas régionaux d'organisation des soins, voilà. Il y a eu le plan Juppé avec la création des ARH. Il y a la T2A, la tarification à l'activité, qui s'est révélée un peu inflationniste. Il y a eu les plans hôpital 2007 puis 2012 avec notamment des objectifs quantifiés de l'offre de soins opposables aux établissements, qui ont été remplacés, ces objectifs, par des indicateurs de pilotage des activités non opposables dans les CEPOM. Il y a eu la loi HPST, la loi Bachelot, avec les communautés hospitalières de territoire en 2009, le pacte de confiance de Marisol Touraine, la loi santé avec les GHT, les groupements hospitaliers de territoire qui seront obligatoires maintenant. Donc on peut se dire qu'au niveau d'un territoire, au niveau des établissements publics, il y aura beaucoup experts sur ces groupements hospitaliers de territoire, il y aura une organisation qui sera plus cohérente entre les différents établissements hospitaliers. Les cliniques privées ne sont pas associées aujourd'hui obligatoirement aux groupements hospitaliers de territoire, mais elles pourront l'être. Et on voit bien que donc depuis 25 ans, il y a une somme colossale de directives, de lois, de mesures, de SROS, d'objectifs quantifiés qui ont été faits, et on voit qu'on est toujours dans une logique où on pense qu'aujourd'hui il y a trop d'hôpitaux en France. Alors, après un an de réflexion, on s'est dit qu'il fallait peut-être essayer de contourner le sujet, et tout ce qui a été fait doit être continué. Bien sûr, les groupes hospitaliers sont sûrement quelque chose de très intéressant, mais on s'est dit qu'il y avait peut-être 3 leviers qui étaient très intéressants, sur lesquels il fallait vraiment appuyer, ce qui n'est pas forcément facile, mais par rapport à tout ce qui a été fait, c'est peut-être une sorte de dernière chance. C'est que le pouvoir politique, à la fois, veut faire des économies, on l'a vu encore en ce moment sur les 35 heures, veut faire des économies et a souvent des injonctions contradictoires. C'est-à-dire qu'il faut le faire, mais les opérateurs ne sont pas forcément soutenus. On dit que Martin Hirsch, à la PHP, n'a pas été tout à fait soutenu par la ministre dans son discours mardi dernier ici, sur les 35 heures. Le pouvoir local aussi est très ambigu parce que les maires, vous savez que dans les villes, l'hôpital est bien souvent le premier employeur, et donc les maires sont tout à fait ambigus. Alors on se dit que ce serait bien peut-être que le maire d'une ville soit responsable du déficit et prenne sur son budget communal le déficit de l'hôpital s'il existe. Donc en tout cas, il y a des conflits d'intérêts au niveau du pouvoir politique, qu'il soit général ou local, et ça serait à notre sens très important d'essayer de les lever et de faire en sorte que, et c'est le deuxième point, les équipes de direction générale et médicale soient réellement mobilisées par une réelle autonomie de gestion. Là aussi, le plan de 3 milliards d'économies sur les 3 années qui viennent, ça a été publié récemment dans les Échos, il y a toute une ribambelle de choses qui sont descendues du pouvoir politique vers les ARS, et les hôpitaux doivent appliquer ça, le petit doigt sur la couture, sans forcément adapter concrètement. Et donc l'idée, c'est que l'hôpital, le pouvoir politique donne la règle du jeu, et après que les équipes de direction générale et médicale soient vraiment responsabilisées avec une vraie autonomie de gestion. Mais alors, autonomie de gestion ne veut pas dire on fait ce qu'on veut, mais on a un objectif, et si on ne l'atteint pas, bien évidemment, il y a des conséquences, il y a une incitation, et voilà, ça c'est Christian Anesthésie, donc excusez-moi 2 secondes. Allô Christian, on t'attend? Non, c'est maintenant, on a commencé.
Non, c'est à l'Agora. Bah, c'est entre Vialto et Alibert. Combien? 39K. 39K, c'est au Grand Air, Agora Hôpital. À tout de suite. Vous voyez, c'est en direct, hein, comme on dit. Donc, Christian Anastasi arrive et Cédric Arcos ne va pas tarder. Il a dit qu'il serait là à 15h30, il est 32. Donc, faire en sorte que les directions... donc, Christian Anastasi, qui est le patron de la NAP, fait partie du think tank Économie Santé. Donc, il arrive d'une part et il connaît très bien cette recommandation. Donc, on verra. Alors, voilà. Christian, voilà. On a commencé, je faisais juste une présentation. Et Cédric Arcos va arriver. Donc, j'en étais à dire le pourquoi cette recommandation. Et les trois mesures... on en était aux équipes de direction générale et médicale qui doivent être donc mobilisées par une réelle autonomie de gestion. Et puis, dernier point qui nous paraît très, très important, qui est pas forcément facile, mais qui n'est pas si compliqué que ça, c'est que le public doit être informé en transparence totale. C'est-à-dire qu'on voit bien que le public se dit pourquoi on fermerait le petit hôpital près de chez moi, pourquoi moi et pas les autres. Ça a été fait relativement bien sur les maternités, où il y a un regroupement très fort des maternités, même s'il y a quelques exceptions. Et donc, l'opinion publique, si on ne lui explique pas, si on ne lui dit pas la vérité jusqu'au bout, si on ne donne pas tous les enjeux, c'est peut-être fermer un hôpital là, mais pour avoir un meilleur plateau technique un peu plus loin, et que proximité, qualité, c'est pas forcément quelque chose qui se marie très bien. Et donc voilà, donc c'est trois mesures au-delà de tout ce qui est en route, comme les groupes hospitaliers et territoires. On pense que ça peut être quelque chose qui peut faire bouger les choses. Et alors maintenant, l'idée, c'est que je vais passer la parole à Christian Anastasi qui va nous dire. Alors Christian, il fait partie du think tank. Il est le patron de la NAP, donc il est, je dirais, les mains dans le cambouis au niveau des hospitaliers. Il voit toutes les difficultés, les enthousiasmes, le dynamisme de certains, les freins par ailleurs, et il va nous dire comment. Parce que finalement, on se dit cette recommandation sur laquelle on a quand même pas mal travaillé, c'est est-ce qu'elle est réaliste? Est-ce que ça peut faire bouger les choses? Est-ce que c'est trois leviers? Est-ce que c'est pas un coup d'épée dans l'eau? Jean-Marc Coursier, donc, qui s'occupe de relations médicales, nous parlera de comment faire bouger les directions médicales et générales, en particulier dans un groupe de cliniques privées. Et est-ce qu'on peut mobiliser? Est-ce qu'on peut faire en sorte qu'il y ait une vraie autonomie responsable? Christian, à vous la parole. Merci Philippe. Alors, en quoi ces recommandations sont réalistes? Alors, il y a plusieurs réflexions qui viennent à l'esprit. La première, c'est que les membres du think tank ne sont pas des gens coupés du sol, quoi. Ce sont des professionnels qui sont en activité et qui sont tous concernés et qui, bien évidemment, ont repris un certain nombre de propositions qui sont connues. Je pense par exemple au plan de la Fédération des centres de lutte contre le cancer, Unicancer 2020, comment prendre le cancer en 2020, qui se pose des tas de questions, qui apportent des éléments de réponse très, très probants, très réalistes. Je pense aussi aux propositions de la FHF. Alors, Cédric va nous rejoindre, mais quand même, quand on lit les propositions de la FHF, on se dit... on est dans le concret là. La FHF dit on peut faire 2 milliards d'économies en évitant les actes inutiles, les actes non pertinents. Donc ça c'est très concret, c'est très réaliste. Donc cet ensemble de recommandations s'appuie donc sur le réel, sur des choses qui sont connues. Alors ça a un avantage et ça a un inconvénient. C'est un avantage que c'est réaliste, ça a un inconvénient, c'est que ça a déjà été un peu dit, un peu entendu. Pas forcément sous cette forme et pas forcément organisé avec autant de force, mais ça a déjà été plus ou moins, puisque je cite des rapports qui sont par ailleurs connus, je pourrais citer aussi le rapport à venir de la Cour des comptes sur les maternités qui dit voilà un secteur d'activité hospitalière qui s'est restructuré au fil du temps. Donc effectivement, vous avez déjà entendu parler d'Unicancer, vous avez entendu parler des propositions de la FHF, du rapport de la Cour des comptes, vous pourriez vous dire finalement... bah oui, c'est à la fois réaliste, mais en même temps, on l'a déjà entendu et c'est pas très révolutionnaire. C'est vrai que cet inconvénient
il apparaît dans la recommandation, mais parce qu'on n'a pas voulu faire non plus quelque chose d'échevelé qui aboutirait à une espèce de fantasmagorie révolutionnaro-réformiste qui aurait été complètement hors sol, à l'inverse. Donc je crois que le monde dans lequel on vit, le monde hospitalier dans lequel on vit, est conscient qu'il y a des tas de choses à faire. Ce qui est frappant, c'est pourquoi toutes ces choses qui sont possibles, eh bien pourquoi elles ne se font pas. Et évidemment, vous connaissez tous les réponses. Donc on n'a pas voulu reprendre dans cette recommandation tout ce qu'on sait sur le poids, par exemple, que représente l'hôpital en termes d'emploi public et d'emploi en général, puisque le monde de la santé, c'est 1 300 000 salariés. C'est quand même un secteur économique considérable. Donc on sait bien que fermer un service public ou fermer un établissement de santé dans une commune, c'est un drame aussi parce que ça supprime des emplois. Donc on n'a pas voulu revenir là-dessus et sur ces choses trop connues pour rentrer dans des choses qui nous ont paru concrètes et réalistes. Alors par exemple, informer l'opinion, c'est concret, c'est réaliste, on le fait les uns et les autres. Quand la NAP crée Hospediag, par exemple, pour prendre un exemple que je connais bien, puisqu'on a promu cet outil qui est maintenant sur Etalab, donc qui est accessible à tout le monde. Ceux qui ne le connaissent pas, je vous invite à l'utiliser. Ça permet de voir, par exemple, si vous tapez sur Hospediag, vous regardez le nombre de sages-femmes pour 1000 accouchements au CHU de Rouen. Ben, vous avez 59 sages-femmes pour 1000 accouchements. Quand vous tapez sur un grand ensemble parisien qui a été souvent cité dans ces jours derniers, eh bien, vous vous rendez compte qu'il y a 99 sages-femmes pour 1000 accouchements. Donc, vous pouvez vous poser logiquement en tant que citoyen, en tant qu'usager du système, en tant que spécialiste du système, en tant qu'ARS, vous pouvez vous poser des questions. Donc, informer le public, informer l'opinion publique, ça constitue, selon nous, un levier qui est sans doute connu, tout le monde sait qu'il faut faire ça, tout le monde a entendu parler qu'il fallait le faire, mais pour autant, on ne l'utilise pas suffisamment. Alors, premier caractère relativement innovant, mais j'hésite un peu parce que, en fait, tout ce qu'on dit a déjà été dit. Mais la question, c'est comment on fait passer les messages. Et je ne veux pas trop déflorer le sujet parce que Cédric va y revenir, mais parmi les leviers, il y a aussi celui de donner de l'autonomie aux établissements. Alors c'est peut-être à lui d'en parler plus qu'à moi, mais c'est vrai que si on veut que les établissements qui réfléchissent, je citais le projet stratégique de la FHF avec 2 milliards d'économies sur les actes inutiles ou non pertinents. La FHF le dit, elle le sait, elle appuie ses dires sur des faits probants. Comment se fait-il que ça puisse pas se mettre en œuvre? Pourquoi? Probablement parce que le levier de la tarification n'est pas au rendez-vous, parce que l'incitation à produire de la qualité, à financer de la qualité, à l'instar de ce qu'on voit dans d'autres pays, n'est pas suffisamment au rendez-vous en France. Peut-être parce que l'opinion n'est pas suffisamment informée, n'est pas suffisamment maître et propriétaire de ce type d'information. Donc, et donc, peut-être, troisième chose, parce que les acteurs ne sont pas suffisamment intéressés, encouragés, autonomes pour faire. Alors l'autonomie, la liberté, c'est bien, surtout s'il y a des contreparties. On a tendance à considérer peut-être, mais je parle sous le contrôle de Cédric, qu'on est dans un système relativement confortable. Si on fait à moitié les choses ou à peu près bien les choses, ben on n'est pas mieux récompensé que si on les fait très mal. Et que l'autonomie, ça doit évidemment, la liberté, ça doit aussi s'assortir de contreparties incitatives. Voilà, c'est l'esprit de cette recommandation. Alors, je ne sais pas si je restitue bien. Si, c'est bien. Non. Le pouvoir politique, on n'en a pas trop parlé, mais on va parler peut-être après. Mais sur l'autonomie, vous membre du think tank Économie Santé, mais sur l'autonomie, en un mot, quel est le levier le plus important pour qu'il y ait plus d'autonomie des équipes de direction? Puis après, je passerai par Jean-Marc aussi, puis après, Cédric qui nous fera une sorte de synthèse. Oui, moi je ne veux pas trop développer sur l'autonomie parce que je pense que Cédric a des choses à dire sur le sujet, mais je pense qu'il faut insister sur l'aspect de confiance. C'est-à-dire que si on fait confiance aux acteurs, on a plus de chances que les acteurs soient impliqués, soient motivés et développent des éléments de progrès que si on leur fait faiblement confiance. C'est dans cet esprit que je pense que l'autonomie doit être encouragée.
Alors Jean-Marc Coursier, comme je disais, vous dirigez les relations médicales d'un groupe d'établissements privés. C'est tout le sel de ce débat, c'est tout le sel aussi du think tank économie santé. Alors au niveau de l'autonomie aussi, de la pertinence des soins, comment essayer de mobiliser les équipes, alors est-ce que médicales et de direction générale, pour qu'il y ait une meilleure qualité, un meilleur coût dans les établissements. De votre point de vue, quels sont les leviers qu'on a mis en exergue dans la recommandation? Absolument. Merci beaucoup Philippe. Bonjour à tous. L'idée là, donc on a vu que à peu près tout le monde était d'accord pour dire que c'était nécessaire d'avoir des actions d'économie dans l'hôpital, qui avait pour ça un levier qui nous paraissait essentiel, c'est la responsabilisation quelque part des établissements. Après c'est comment moi finalement moi je vois bien ça en trois aspects. Le premier aspect c'est comment en utilisant quelle technique de management finalement, comment en étant ensemble, et c'est là où véritablement il y a un vrai travail à faire entre les managers et les médecins, sachant que c'est des mondes qui ne se sont pas forcément toujours aimés, qui n'ont pas toujours travaillé ensemble, mais là ça me semble absolument indispensable si on veut avancer. Et puis, troisième point essentiel que tu as commencé à aborder, Christian, c'est les incitations. Parce qu'on peut pas avancer s'il n'y a pas d'incitation. Il faut arrêter de se cacher derrière son petit doigt pour croire que tout le monde va améliorer le système sans qu'il y ait des incitations quelque part. Donc, dans le comment, je crois que le public comme le privé a de toute évidence à apprendre l'un de l'autre. C'est vrai que dans le privé, on utilise, entre guillemets, des techniques de management peut-être de façon plus... je dirais plus systématique que peuvent le faire les établissements publics, mais ils le font certainement. Je pense par exemple à des techniques de lean management, qui sont des techniques de gestion de flux de patients, ou alors tout bêtement le benchmarking, les comparaisons, qui sont quand même, je crois, un axe absolument essentiel pour s'améliorer. Nous, à titre d'exemple, dans le groupe général de santé, on a, vis-à-vis des praticiens, commencé à instiller un certain nombre d'indicateurs sur leurs pratiques, certes, mais également sur les pratiques des médecins dans ce territoire, qui comparent au niveau du groupe général de santé et qui comparent au niveau national. Rien que le fait de pouvoir concrètement comparer sa durée moyenne de séjour en tant que chirurgien viscéral versus ce que fait son petit groupe de chirurgiens, versus ce que fait le groupe général de santé et versus l'ensemble des chirurgiens viscéraux sur une activité au niveau national, eh ben, ça fait avancer le système. Globalement, ça fait avancer le système. Les systèmes de comparaison, ça booste tout le monde. Ça, c'était dans le comment, en se disant que utiliser des techniques de management comme ça, certainement. Le deuxième point, c'est de travailler ensemble. Ça, c'est bête à dire, mais globalement, il faut maintenant à la fois que les médecins puissent s'approprier. C'est pas un gros mot faire un business plan, si je le dis autrement. Okay, il faut plus que pour les praticiens faire un business plan sur un nouveau projet. Il faut qu'ils s'accaparent tout ça. Avoir des éléments médico-économiques, c'est pas non plus une montagne. Donc savoir ce qui rentre, savoir ce qui sort, et savoir véritablement la vision qu'on peut en avoir vis-à-vis d'un manager, il faut s'approprier ça. Et c'est comme ça qu'avec de la transparence, je pense qu'on pourra travailler ensemble. Et le troisième point, c'est les incitations. Je pense qu'en France, on a besoin d'incitations sur la qualité. Il faut arriver sur une tarification au bonus à la qualité, que ce soit de la qualité managériale, et c'est là où on reboucle sur justement le management et la responsabilité et une certaine autonomie de gestion des établissements. Pour ça, il faudrait mettre en place des incitations managériales. Et puis, et moi je suis un fervent défenseur de ça, il faut également des bonus à la qualité de la prise en charge médicale et mettre en avant les bonnes prises en charge médicales. Dernier point que je voulais aborder, Philippe, c'est tout ce qui va se passer et qui va probablement transcender tout ce qu'on dit, c'est le digital. Le digital, on en parle finalement relativement peu, même s'il y a... J'ai fait un petit tour sur le salon, un petit coin sur les startups en digital. Néanmoins, c'est quelque chose qui va transcender et qui va bouleverser toutes nos organisations. Il faut, une fois qu'on a dit tout ça, bien avoir conscience que l'intégralité de nos processus administratifs, quels qu'ils soient, vont être numérisés dans les années à venir. Ça, c'est sûr. J'entends par là le paiement en ligne, les préadmissions en ligne, etc. On va tous y arriver. On mène, nous, à Général de Santé, un certain nombre d'expérimentations sur les préadmissions en ligne, par exemple dans les maternités. Et ben, c'est absolument extraordinaire. D'un seul coup, on passe à des pourcentages absolument colossaux de préadmissions en ligne. Ça bouleverse complètement nos organisations.
Et ça, quelque part, forcément, responsabilise beaucoup plus les établissements. Le deuxième point de la révolution numérique qui arrive, c'est la révolution digitale relationnelle. C'est-à-dire que là, on va changer de relation avec notamment une relation différente entre nos patients et nos praticiens, entre nos patients et nos établissements, avec forcément d'autres façons d'appréhender les choses. Voilà, donc moi je pense que le nœud de tout ça, c'est de pouvoir travailler ensemble. C'est bête de le dire, mais entre les managers et les praticiens, le travail ensemble sur ces futures années, il est de toute façon largement... Enfin, c'est le point clé. Tu en as parlé, Philippe, la pertinence des actes. La pertinence des actes, ça ne peut pas se faire sans collaboration médicale. Hein. C'est bête à le dire, mais ça ne va pas être possible sans. Alors, vous pourrez poser des questions, hein, s'il nous reste un peu de temps. Cédric, vous représentez Frédéric Valtou, qui malheureusement n'a pas pu être là avec nous aujourd'hui. Vous faites partie du think tank Économie Santé. Ce que je disais en introduction, c'est que dans ces recommandations, on essaie toujours d'être à la fois impertinent, mais complètement pertinent. Faire en sorte que, comme disait Christian, ce ne soit pas un truc farfelu et yaka. Et donc, ces trois mesures, est-ce que vous pensez que tout le monde peut se les approprier, le pouvoir politique général et national et local, l'autonomie, l'opinion publique, est-ce que vous pensez, c'est réellement, parce que c'est toujours la question qu'on se pose, est-ce que ça peut faire réellement progresser l'hôpital sur son juste organisation, juste coût, juste soin? Oui, merci Philippe. Donc, je pense qu'effectivement, on arrive aujourd'hui à un degré de maturité, de conscience de l'urgence à faire des réformes et à faire évoluer notre système de santé. Première chose moi, que je voudrais dire, c'est d'abord, il ne faut pas oublier les efforts considérables qui ont été faits ces dernières années. On a toujours tendance un peu à brocarder notre système hospitalier tout en lui faisant confiance et tout en renouvelant en permanence l'admiration qu'on lui porte, quand je parle de système hospitalier aussi bien public que privé. Et on oublie quand même un peu vite les efforts réels qui ont été faits. Il faut se rappeler, il y a encore quelques années, on ne parlait pas de pôle d'activités médicaux. Aujourd'hui, on a des médecins avec lesquels on parle gestion, avec lesquels on partage des outils de tableau de bord, dans des établissements publics comme privés, dans lesquels on fait du lean management, vous l'avez cité, où on fait des circuits courts en matière de chirurgie ou de médecine par ailleurs, de la chirurgie ambulatoire. Bref, énormément de choses ont été faites. Je crois que ça, il ne faut jamais l'oublier d'où on vient. Et je connais personnellement assez peu de secteurs qui ont connu autant de réformes et qui sont capables de digérer autant de changements permanents. C'est même une frénésie de réformes, à tel point que la Fédération hospitalière de France, que je représente aujourd'hui, avait appelé l'actuel ministre de la Santé à une pause dans les réformes. On n'a malheureusement pas été entendu totalement, puisqu'il y a besoin vraiment d'un temps d'appropriation. Maintenant, comment faire pour se réapproprier? Je crois que la question, elle est véritablement là. Et la question, moi, elle me semble éminemment politique. On constate aujourd'hui, on subit aujourd'hui un très fort mouvement de centralisation, de recentralisation de notre système de santé, qui n'a pas commencé depuis 3 ans, hein, qui est déjà largement entamé depuis 1995. Et on sent finalement un pouvoir politique extrêmement inquiet face à une évolution de l'hôpital, à la fois perçu comme un risque social. La journée d'aujourd'hui, avec la manifestation sur les 35 heures, en est une parfaite illustration, mais aussi comme un risque économique. Et je crois que c'est assez piquant de voir que le choix de la France, c'est la centralisation, alors que le choix, j'allais dire quasi unanime dans les pays occidentaux, c'est au contraire la décentralisation, c'est faire confiance aux managers, aux professionnels de terrain, aux régions dans certains cas, et certainement pas prétendre tout piloter depuis un point unique, en l'occurrence ici l'avenue de Ségur. Alors comment faire? Première chose, je crois que nos politiques, en tout cas nous on les pousse beaucoup à assumer le discours. Il faut assumer un discours courageux, il faut assumer des choix, et c'est vrai c'est ce qui nous avait poussé à la Fédération hospitalière de France il y a maintenant plus d'1 an à surprendre, je crois, Philippe, on avait parlé ensemble, puisqu'on était les premiers à avoir mis sur la table un plan d'économie concret de 7 milliards d'euros en 5 ans. Alors c'est un plan d'économie, on n'attendait pas forcément ça de la Fédération des hôpitaux publics, pourtant on l'avait fait et on proposait des économies, pas chez le voisin, mais sur l'ensemble du secteur, l'ensemble du secteur hospitalier, public comme privé. Donc on espérait en fait ouvrir un peu la voie avec des sujets qu'on a mis sur la table. Vous étiez, je pense, pour bon nombre d'entre vous présents au discours inaugural de Frédéric Valtou et de la réponse de la ministre. On avait ouvert des chantiers, certes qui font mal à chaque fois, mais qu'il va falloir ouvrir. Le chantier de la durée du travail, le chantier de l'évolution des effectifs, les chantiers de la coopération, les chantiers du repositionnement de l'hôpital à sa juste place. Et malheureusement, les réponses qu'on a obtenues jusqu'à présent, elles sont un peu décevantes. C'est-à-dire que les uns après les autres, on nous dit que ce n'est pas le sujet. Le temps de travail, ce n'est pas le sujet.
Les effectifs, c'est pas le sujet. On a eu hier même des déclarations assez surprenantes nous disant qu'on arriverait effectivement à stabiliser notre dépense de personnel sans comprimer les effectifs. Ce qui a laissé dubitatif beaucoup de monde quand on connaît les établissements, c'est-à-dire réussir à faire des économies sans supprimer des effectifs quand ceux-ci font 75% des dépenses, on ne sait pas comment on va faire. Sur les coopérations entre professionnels, là aussi les avancées sont timides. Bref, on a, je crois vraiment, le problème majeur, il est politique. Il est d'autant plus politique que nous, ce qu'on a regretté réellement dans l'actuel projet de loi en discussion, c'est qu'on écarte les élus de la mauvaise manière, c'est-à-dire que au lieu d'en faire des alliés, au lieu de les responsabiliser dans la gestion territoriale de l'offre de soins, et en particulier de l'offre hospitalière, c'est-à-dire au lieu de les associer aux décisions, au lieu de coupler les stratégies territoriales de développement territorial et les stratégies hospitalières, finalement on évacue les élus pensant qu'ils ne vont pas se préoccuper de ces sujets-là et pensant que finalement tout va se faire depuis Paris. Or, je pense, malheureusement, la prédiction qu'on peut faire, c'est que c'est le pire qui va se passer. Des élus mis de côté, ils vont avoir les pires comportements, j'allais dire, tous autant qu'ils soient, quelle que soit l'étiquette politique, c'est-à-dire ils vont demander, ils vont critiquer, ils vont s'opposer, au lieu d'accompagner et au lieu d'inscrire ça dans une stratégie territoriale. Je prends un exemple, la construction du Grand Paris. Tous les volets sont abordés. On est en train quand même de dessiner la métropole de demain ou dans 20 ans. Tous les sujets sont abordés. On parle transport, on parle logement, on parle éducation, on parle coordination des temps. Il y a un seul sujet qui est oublié, c'est la santé. Un seul sujet qui est oublié, c'est la santé, volontairement. C'est pas faute d'être allé voir André Valigny, c'est pas faute d'être allé voir Manuel Valls, le président Valtou a même rencontré François Hollande, etc. À chaque fois, on nous regarde avec beaucoup de considération, en disant c'est effectivement un vrai sujet. Malheureusement, le texte avance, et aujourd'hui, le texte sur l'organisation territoriale de la République oublie volontairement les compétences santé pour l'ensemble des collectivités, les collectivités locales. Et je crois que le deuxième sujet, c'est aussi aux hospitaliers de faire des efforts réels. Nous, c'est le message qu'on a porté et qu'on porte en permanence, qui n'est pas forcément le plus simple à porter auprès des professionnels de santé, c'est de dire c'est le changement, il nous appartient. C'est à nous de faire en sorte de dessiner les cartes hospitalières, d'arrêter de croire qu'on va tout faire partout, d'accepter les coopérations, d'accepter de mettre en commun les difficultés mais aussi les solutions, d'accepter de partager des équipements, d'accepter de fermer des services, d'accepter aussi d'avoir des équipes territoriales. Et c'est la troisième dimension du propos. Il va falloir embarquer les personnels, vous l'avez dit fort justement tout à l'heure. On ne peut pas aujourd'hui, avec des règles aussi rigides que celles de la fonction publique, où finalement on sait, ce qui est quand même assez hallucinant, c'est un jeune professionnel de santé qui vous le dit, on sait quasiment à l'euro près combien on gagnera dans 30 ans. C'est pas très motivant pour un professionnel de santé qui, lui, va faire l'effort de travailler sur un territoire, qui va se déplacer, qui va pas avoir le confort d'un service ou d'une activité plus réglée. Ben aujourd'hui, on n'a pas de possibilité d'intéresser, de mieux rémunérer, de valoriser les activités prises les responsabilités particulières. Donc nous, ce qu'on appelle là aussi, c'est à mettre sur la table les réglementations actuelles. Alors, là aussi, il ne s'agit pas de faire le grand soir, de supprimer je ne sais quoi. Il s'agit simplement de donner de la souplesse, permettre d'intéresser ceux qui s'investissent un petit peu plus que les autres. Il s'agit de permettre aussi de rénover les règles d'évaluation des professionnels. Bref, de dépoussiérer. C'est pas du tout précariser les personnels, loin de là, simplement donner de l'air. C'est pour ça que l'une des propositions assez importantes de la fédération, c'est de faire évoluer les statuts des établissements de santé. Pas des personnels, mais au moins des établissements. Je crois qu'il y a plusieurs modèles, il n'y a jamais le bon modèle, mais en tout cas, nous, le modèle vers lequel on regarde avec plus d'intérêt, c'est le modèle nouveau modèle d'ESPIC, les établissements privés d'intérêt collectif, qui effectivement ont à la fois la souplesse, les missions de service public auxquelles on est attaché, mais qui effectivement permettent d'aller plus loin. Donc, je pense que vraiment la question elle est politique, assumer un discours, et maintenant je crois que le politique il doit suivre les professionnels parce qu'on a largement ouvert la voie. C'est pas rien quand une maison comme la Fédération hospitalière de France dit qu'il faut coopérer, qu'il faut restructurer, qu'il faut former des blocs opératoires, qu'il faut, j'allais dire, oser retoucher à toutes les situations et que la carte hospitalière n'est pas un principe sacré. Et donc c'est maintenant aux politiques de nous accompagner et de donner les moyens aux établissements et aux professionnels, au risque sinon de les décourager. Voilà un discours qui est clair. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? Il reste quelques minutes. Oui. Alors court, hein? Très court, oui. Merci. Je suis entièrement d'accord avec votre discours. Depuis 20 ans, on parlait de ça, comme on sait. Le problème, c'est que à l'éducation de base, c'est-à-dire la formation des infirmières, des kinés, des médecins, des directeurs des hôpitaux, c'est-à-dire tous les gens qui sont impliqués
En numérique, comme monsieur aura bien dit, aujourd'hui on est dans un digital extraordinaire qui va changer tout. On n'a pas encore décidé de mettre dans le curriculum et même dans les concours des questions qui obligent chaque année un certain nombre de programmes d'être instruits pour que les gens puissent prendre les responsabilités, participer et réaliser une véritable complicité avec les personnes qui doivent faire les lois et essayer de voir des choses en eau. Donc ma question est très courte. Est-ce que vous ne croyez pas que ça sera utile d'avoir l'éducation dès le début, même avant le concours de médecine, pour que un peu anticiper tous ces changements et faire collaborer les gens dans une façon utile, éduquée et innovante? Alors Cédric, il faut laisser passer une génération? Je ne sais pas s'il faut laisser passer une génération. Certainement, la clé, elle est toujours, comme sur beaucoup d'autres aspects, dans la formation initiale et continue professionnelle. Moi, j'observe quand même que là aussi, il y a du progrès. Je vais être optimiste. C'est-à-dire qu'on voit aujourd'hui les jeunes professionnels, qu'ils soient médecins, soignants ou gestionnaires, partager de plus en plus de problématiques, avoir une réflexion globale. Maintenant, c'est vrai que si on focus plus spécifiquement sur les études de médecine, c'est vrai qu'on en demande beaucoup aux médecins, on leur demande énormément de travail, énormément de publications, etc., aux différentes étapes du parcours. Et c'est vrai qu'on leur laisse peu de temps pour la conscientisation, j'allais dire, des problématiques générales et notamment des problèmes d'économie de la santé ou même d'organisation générale du système. Moi, j'étais frappé de voir des jeunes médecins de ma génération qui connaissent absolument pas l'organisation générale du système, qui paye, qui contrôle, qui évalue la place de l'hôpital, les relations avec la médecine. C'est un peu un monde obscur. Donc il y a un effort de pédagogie. Donc pour pas passer une génération, je crois qu'il faut miser sur la formation continue, le faire au plus près du terrain et embarquer un peu tout le monde. Mais est-ce que comme on est à la FHF, est-ce que les directeurs d'hôpitaux ils sont prêts à cette évolution que vous décrivez? Dominique Polton, dans son livre récent, disait est-ce qu'ils sont pas trop administratifs et pas assez managers? Est-ce que vous pensez que ce problème est réglé ou vous paraissez très étonné? Non. Et Christian sur la formation continue. Alors, clairement, les directeurs d'hôpitaux, d'où je suis, on a tout intérêt. On a tout intérêt à avoir des interlocuteurs informés, le plus informés possible. C'est d'ailleurs la grande réussite des pôles d'activités médicaux et des ordonnances Mattei. C'est le fait d'avoir construit des outils en commun, d'avoir mis un langage en commun. Et je peux vous dire que c'est rudement efficace. Moi, j'avais vécu le passage en quelques années, mais vraiment en quelques années, mettre les écarts, les temps d'occupation des salles, les temps d'opération par praticien, etc. Très vite, les professionnels, ils se l'approprient et parfois même les créatures deviennent pires que ceux qui ont inventé les outils. Donc clairement, je pense que les directeurs d'hôpitaux, les managers d'une façon générale, les gestionnaires, appelons-le comme on veut, ont tout intérêt et sont prêts. Ensuite, est-ce que la formation elle est assez managériale et pas assez administrative? Là aussi, faut sortir des images d'Épinal sur la formation des directeurs d'hôpitaux. Elle est perfectible et elle le sera en permanence puisque l'hôpital il évolue. Je crois qu'aujourd'hui, il n'y a qu'à regarder le niveau des professions qui sortent. Il y a énormément de gens qui ont fait même les références que sont les écoles normales, les écoles de commerce, les instituts d'études politiques, et même je crois qu'on peut remarquer que la qualité de notre formation, comme ailleurs, elle est largement saluée. Donc là aussi, je crois que c'est une erreur de mettre les gens dans leur case parce qu'ils n'auraient pas fait tel module qui n'y arriverait pas. Je crois qu'il y a vraiment une mentalité qui est en train de bouger. En tout cas, moi, je le sens vraiment comme ça à l'hôpital. Si je puis me permettre, il gagnerait, enfin autant. Moi, j'essaye, entre guillemets, de médicaliser les directeurs dans les établissements privés. Je pense que dans les établissements publics, ça serait pas mal. Et puis aussi de rendre un peu plus de management chez les docteurs, ça c'est complètement indispensable. L'autre point peut-être sur les directeurs, à la fois du public ou du privé, s'ils se mélangeaient des fois un petit peu plus et qu'ils s'entraidaient, en tout cas, ils compareraient leurs méthodes, je pense que tout le système serait complètement positif à y gagner là-dessus. Alors Christian, vous qui êtes tous les jours avec les gestionnaires des hôpitaux, est-ce qu'ils sont prêts à l'autonomie? Je pense qu'ils sont prêts à l'autonomie, mais avant de répondre à ta question, Philippe, je voudrais revenir sur la question précédente, parce que certes, il faut former les acteurs, les professionnels, on est tous d'accord, et je pense que le niveau de formation global, il est quand même adapté et cohérent par rapport aux besoins, globalement. Mais il faut aussi former les usagers du système. Il faut éduquer les patients aussi. Alors on ne le fait pas, on est dans un pays où l'éducation
globale ou l'information globale des patients est très médiocre. Et par voie de conséquence, on se prive de ce levier considérable d'action, c'est le sens de notre recommandation, de ce levier considérable d'action que constitue l'opinion publique. Parce que quand on dit à des patients que dans tel établissement, on fait une prothèse de hanche en moins de 40 minutes et que dans un autre, pour la même activité, c'est 2h30. N'importe quel patient qui aurait cette information saurait qu'il aurait intérêt à aller dans le premier établissement. Surtout que, généralement, ce qu'on observe, c'est que quand on a une capacité à traiter vite et bien les patients, et ben, généralement, on a moins de complications. Et ça serait intéressant de montrer que, généralement, ceux qui sont les plus efficients, les plus performants des équipes médicales, c'est celles qui ont le moins de complications. Le taux de reprise de prothèse de hanche est un indicateur qui est suivi dans le PMSI, que n'importe qui peut analyser, et ce taux de reprise de prothèse de hanche, par exemple, ce taux de reprise, eh bien, il varie entre 1 pour 1000 dans certains établissements, 2% dans d'autres. Donc il y a des écarts quand même tout à fait considérables, et si l'opinion savait utiliser ces éléments d'information, elle pèserait fortement sur les acteurs du système, et je pense donc, en réponse à la question de M. Goldberg, il faut former, certes, encore mieux les acteurs, mais je pense qu'ils sont déjà à un niveau de maturation assez élevé. En revanche, on ne forme pas du tout les citoyens, les usagers et les patients, et que là, il y a un champ de progrès absolument considérable sur lequel on n'investit pas suffisamment. Alors même si notre recommandation de cette année, elle paraît pas très révolutionnaire, si on prend le temps d'y réfléchir, on se rend compte que informer les patients, c'est quand même un enjeu considérable, c'est un levier d'amélioration du système tout à fait conséquent. Et je reviens sur ce qui a été dit par mes deux collègues, c'est que une fois que les patients sont informés, et une fois qu'on a dit la prothèse de hanche, il y a un taux de reprise de 1 pour 1000 dans tel établissement, de 2% dans tel autre, à ce moment-là, il faut que le financement national soit incitatif à la qualité. Et c'est pour ça qu'à juste titre, Marisol Touraine a dit hier que la réforme de la T2A n'allait pas assez vite à ses yeux. Et là, on peut lui rendre hommage sur le fait que depuis qu'elle est arrivée, elle a voulu donner à ce mode de tarification une ampleur différente, et elle a voulu diversifier les modes de financement. En particulier, il faut aller dans le sens de ce qui a été fait dans d'autres pays que tu connais bien, aux États-Unis en particulier avec Medicare, c'est-à-dire qu'il faut réserver un pourcentage des ressources de l'établissement au financement de la qualité. Et que dans le cas que je citais précédemment, l'établissement qui a un taux de reprise de 2%, il ne doit pas être traité pareil que l'établissement qui a un taux de reprise de 1 pour 1000. Et à partir du moment où les médecins le sauront, où les directeurs le sauront, les gestionnaires le sauront, sous la pression des patients, le système devra changer. Donc un des véritables leviers de changement, même s'il apparaît de façon lisse et relativement édulcoré dans cette recommandation, ça c'est la faute à Philippe, il n'a pas suffisamment marqué le caractère révolutionnaire de ce côté. Il faut travailler sur ça, il faut former les patients et en les informant. Et pourtant, la l'HS a sorti un site qui s'appelle Scope Santé, sur lequel il y a plein de choses, mais qui est assez peu consulté. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? Oui, vous vous présentez. Bonjour, Gaël Lebouec, Optilogue Santé. S'il faut me présenter, c'est surtout pour la question. On intervient au plus proche des équipes, mais des équipes terrain, dans toutes les discussions que j'ai l'impression d'avoir. Alors c'est peut-être une impression, mais je vais poser des questions. On oublie, c'est M. Anastasie, je crois, qui a parlé d'1,3 million de personnes dans le secteur médical. On parlait que le taux de formation est très bon, quel que soit le niveau, quels que soient les métiers, quel que soit le transversal. Je rejoins la Générale de Santé avec un aspect lean management et ainsi de suite. Le lean management, quand il est, je dirais, l'esprit philosophique du démarrage, c'est que ces 1,3 million de personnes soient autonomes. Et quand je lis dans les recommandations, moi la recommandation que je rajouterais, c'est pas que les directions générales soient en réelle autonomie, c'est que ces 1,3 million de personnes et acteurs du système de santé soient autonomes. Et la question c'est, qu'est-ce qu'on fait? Quelles seraient les recommandations pour que ces 1,3 million soient autonomes? Nous, on travaille avec, et je rejoins la forme des ESPIC qui est plus dynamique et qui est plus ouverte et plus à l'écoute de ces démarches-là. À l'inverse, si j'avais des exemples sur le public ou sur la Générale de Santé, j'en profite, si j'en avais sur la Générale de Santé, un pharmacien qui vous dit bah, « j'adore vos démarches, je serai prêt à santé, mais à lancer dedans tout seul, et ainsi de suite, mais il va falloir que ça remonte à la direction générale, au groupe, et que ça redescende, et ainsi de suite. » Donc voilà, ma question c'est comment motiver ces 1,3 million de personnes qui sont prêtes à faire des efforts et qui en font des très très beaux. Non mais avoir une autonomie de gestion, ça ne veut pas dire que chacun fait ce qu'il veut dans son coin.
Je veux dire, c'est ça, ça veut certainement pas dire ça. Donc ça veut dire utiliser des outils communs, utiliser des directions communes, utiliser des stratégies communes, et ensuite les appliquer avec une responsabilisation. Autonomie, ça veut dire responsabilisation, et c'est-à-dire responsabilisation sur ses résultats. Hein. Après qu'il y ait des lignes hiérarchiques qui puissent être le garant d'une stratégie qui soit celle qui est décidée et qui est celle qui est la bonne pour soit l'hôpital, soit l'entreprise, soit les deux si on confond, peu importe. Mais en tout cas, c'est ça qui compte. Et il ne faut pas confondre surtout autonomie et responsabilisation. Je pense que c'est ça l'important. Christian. Oui, et puis, en complément de ce que vient de dire Jean-Marc, que je partage, il faut aussi donner des objectifs clairs. Quand on travaille, nous on a travaillé en Bretagne avec des différents établissements dans le cadre d'une coopération interétablissement. C'est très compliqué parce que y a le CHU d'un côté, puis les petits établissements, ils ont peur d'être écrasés par le CHU, etc. Donc il y a des problèmes structurels qui font que des organisations de services ou de pôles qui sont différentes d'un établissement à l'autre, et c'est assez compliqué de fédérer les gens. On peut les fédérer si on leur donne des objectifs clairs. En Bretagne, on a posé comme objectif le diagnostic du cancer du sein en moins de 24 heures. Et là, qu'on soit public, privé, petit et grand, tout le monde s'est aligné sur cet objectif parce que d'un seul coup, tout le monde s'est rendu compte que c'était un objectif qu'on n'avait pas à négocier. C'était important, c'était ça qu'il fallait faire. Et du coup, les barrières à la fois statutaires, public, privé, tombent. On a vu, tous les établissements ont coopéré. Et puis surtout, il n'y avait pas les gros qui étaient puissants et puis les petits qui étaient... tout le monde contribuait dans la chaîne de coordination à concourir à cet objectif d'atteindre un diagnostic défini en moins de 24 heures. Ce qui, quand on le dit comme ça simplement, tout le monde est d'accord, mais dans la réalité, c'est très compliqué, puisque dans la plupart des cas, il y a un problème, c'est l'accès à l'imagerie lourde, et l'accès à l'imagerie lourde, on sait que dans notre pays, il n'est pas homogène sur le territoire, et que dans certains cas, on peut attendre un certain nombre de jours d'avoir un examen, et par voie de conséquence, d'avoir les résultats. Là, tout le monde s'est mobilisé, les publics, les privés, les petits, les gros, parce que tout le monde a pris conscience que d'un seul coup, les femmes derrière, elles étaient angoissées. Donc, à partir du moment où on a des objectifs de santé clairs et que ces objectifs, on les fait de telle sorte qu'ils soient transcendants, c'est-à-dire qu'ils ne clivent pas les choses, à partir de là, on motive singulièrement les acteurs et on se rend compte d'ailleurs qu'il y a des ressources considérables parce que comme le dit Cédric, il y a quand même tous les jours des choses qui se passent, qui vont dans le bon sens. Il y a de plus en plus de pathologies chroniques, il y a de plus en plus de consommateurs potentiels du système et pour autant le système absorbe sans difficulté ces évolutions, il se développe, il se déploie, il se transforme et donc tout ça va dans le bon sens. Il manque simplement, peut-être pour aller dans votre sens, je suis complètement d'accord avec ce que vous dites, hein, il manque probablement de rappeler des objectifs clairs de santé et d'inciter au financement de ce qui se fait de mieux. Alors un système comme Medicare, qui est un système socialisé aux États-Unis, paye à la qualité. Vous faites de la qualité, vous avez 2% en plus de votre chiffre d'affaires, vous ne payez pas la qualité, vous ne respectez pas les standards qualité, vous avez 2% de moins. Ça fait 4 points de différentiel en chiffre d'affaires, ça vous fait passer plus ou moins du bon côté de la situation. C'est considérable. Donc, informer l'opinion, ça c'est vraiment des choses simples, donner des objectifs de santé clairs, partageables, par les directeurs et par les docteurs, parce que sur le dépistage du cancer du sein, enfin sur le diagnostic du cancer du sein, c'est un discours qui est compréhensible et par le directeur, et par l'infirmier, et par le docteur. Il n'y a plus de clivage, là. Tout le monde est d'accord. Donc, des objectifs clairs, l'information de l'opinion, à partir de là, eh bien, un paiement incitatif à la qualité, et vous avez les bases essentielles qui sont contenues dans notre recommandation d'une grande réforme du système. Notre interrogation à tous, qui sommes des gens éclairés, c'est pourquoi les politiques n'y vont pas. Parce que c'est pas si compliqué que ça. Et ce que vous voyez quand même à la tribune, c'est quand même un consensus entre des gens du public, des gens du privé. Dans le think tank, il y a l'industrie pharmaceutique, il y a l'industrie biomédicale, il y a les publics, comme Cédric qui les représente, il y a des privés commerciaux, il y a des gens venus d'ailleurs. Tout le monde est d'accord. Qu'est-ce qui manque? Je pense que outre la formation du public, il faudrait qu'on fasse maintenant la formation des politiques. Ça va être une autre paire de manches. On va s'y employer l'année prochaine. Ce sera la prochaine recommandation du think tank, faire évoluer la classe politique vers des objectifs de santé publique partagés. Voilà, on a la prochaine reco de l'année prochaine. C'est vrai, quand on voit les débats au Parlement, parfois les politiques, les députés, le sénateur, me disait quelqu'un en Angleterre, ils sont spécialisés sur certains thèmes. En France, il y en a quelques-uns qui sont spécialisés, mais peut-être il en manque un petit peu. On a dépassé 10 minutes. Commentaires, questions?
Question. On peut tenir jusqu'à 20h, paraît-il. Alors c'est bon, alors allez-y. Adrien Renaud, journaliste pour WhatsApp Doc. Vous dites qu'il faut mobiliser l'opinion. Est-ce que c'est pas un peu incantatoire? C'est la grande question de la démocratie sanitaire, ça se décrète pas. Vous parliez de la Grande-Bretagne. Le NHS a été au centre des élections qui viennent de se dérouler. Comment vous faites pour que aux prochaines élections en 2017, le système de santé et le système hospitalier soient au centre du débat? Qui veut répondre? Sur les 50 milliards d'économies sur les 3 années, là, 2015 à 2017, il y en a 10 milliards sur l'assurance maladie, c'est colossal hein, quand même, donc ça fait 20%. Donc on commence à devenir au cœur du sujet. Qui veut, Cédric? Alors, c'est vraiment, je crois, la bonne question qu'il faut qu'on se pose. Et à chaque fois, on nous annonce finalement que la santé va être au cœur de la campagne électorale, etc. Elle l'est jamais, ou alors elle l'est vraiment de la mauvaise manière. C'est-à-dire elle l'est quand le désert médical s'est installé, quand il faut sauver l'hôpital, la clinique, etc. Ou quand on met le tiers payant, tout ce qu'on peut imaginer. Nous, c'est vraiment une question qu'on se pose beaucoup. Moi, je crois que l'une des réponses, parce qu'il y en aurait beaucoup, c'est vraiment d'associer les élus au réel, à la décision, mais aussi à la responsabilité de la décision. Je crois qu'aujourd'hui, je l'ai déjà dit très rapidement tout à l'heure, mais le fait qu'on écarte les élus locaux, les élus régionaux notamment, des stratégies de santé, on les met en position de mal parler de la santé, ou plus exactement de prendre des positions qui ne seront pas celles d'un discours responsable, ou en tout cas d'un discours construit. Or, on voit bien que quand des élus se mobilisent sur le sujet, quand ils portent des discours courageux, c'est pas forcément synonyme de défaite électorale, hein, loin de là. On a des exemples aujourd'hui qu'on essaye de mettre en valeur, d'élus qui ont pris des positions courageuses, qui ont accepté de fermer un bloc opératoire ou un plateau technique d'une façon générale pour transformer leur établissement vers un petit peu plus de long séjour ou de médico-social. Et quand la population voit que l'offre de soins elle est maintenue, là on arrive à progresser. Bref, tout le défi qu'on a à faire, c'est de sortir d'une logique de structure pour passer à une logique de service. C'est-à-dire qu'il faut qu'on raisonne accès aux soins sur un territoire. Ça demande beaucoup de pédagogie. Et c'est vrai qu'on est sans doute, je crois, vraiment coupable, les professionnels de santé, quel que soit notre positionnement dans le parcours, de faire de la santé un sujet d'expert et un sujet extrêmement technique. Moi, pour parler assez régulièrement avec des élus de tous bords, en particulier avec des députés, ils vous disent tous, à part les 5 qui connaissent le sujet, et quand je dis 5, je suis déjà très sympathique, parce que véritablement avoir une vraie discussion de santé sur les enjeux avec 5 parlementaires sur les 900 qu'on a, c'est déjà un beau défi, hein, réellement, mais la plupart vous disent, moi je ne me mets pas des questions de santé, il n'y a que des baffes à prendre. Il n'y a que des baffes à prendre. On accompagnera le mouvement d'un côté ou de l'autre. On l'a d'ailleurs vu sur HPST, sur la loi actuelle, etc. C'est plutôt accompagner le mouvement et pas en faire un enjeu politique. Et du coup, sans allonger trop mon propos, je crois que la solution, elle est en train de venir de la part des patients. Parce que ça devient une question politique quand ça commence à être de la réalité pour les patients, quand on parle d'accès aux soins, quand on parle coût des structures, quand on parle reste en charge, quand on parle de sa mère ou de sa grand-mère qu'on n'arrive pas à placer sur le territoire. C'est le cas d'Île-de-France où maintenant il y a des personnes âgées qui font plus de 200 km pour trouver une solution d'hébergement. Ça, c'est du concret. Et là, tout doucement, on voit le politique s'en saisir. Mais là, il y a vraiment aussi, nous, de notre part, professionnels de santé, un effort de pédagogie, d'expliquer et d'enlever un peu ce mythe de technique qui, quand même, pendant très longtemps, et encore aujourd'hui, nous arrange bien. Ça nous arrange bien, finalement, que ce soit technique, que ce soit compliqué, pour éviter qu'on vienne trop mettre le nez dans nos affaires, quel que soit notre positionnement dans le système de santé. Il y avait, sur cet aspect-là, pourquoi le politique ne se saisit pas de la santé? Il y a une analyse de Didier Tabuteau qui, outre ses nombreuses fonctions, a également une vision historique qui peut être intéressante, qui dit aussi que c'est parce que finalement le système de santé n'a pas été construit par le politique, mais a été construit par les médecins, et que ce n'est que depuis 58 et Debré que véritablement le politique est rentré là-dedans, et qu'en plus, quand on associe à ça la double, l'espèce de dualité qu'il y a entre l'hôpital au sens public ou privé, qui est finalement géré par le ministère, et puis la ville qui est plutôt gérée par l'assurance maladie, les syndicats médicaux, les conventions et tout le tralala, finalement ces deux têtes-là, ça incite pas à ce que le politique prenne ces questions-là. Mais je trouve que l'analyse est assez intéressante, notamment au niveau historique. Questions, commentaires?
Bernard Debré, qui était élu d'Amboise, un jour à un débat comme ça, disait moi, l'hôpital, je l'ai fermé parce que il fallait le faire. J'ai eu le courage. Et je lui ai dit qu'est-ce qui s'est passé? J'ai été battu aux prochaines élections, aux élections suivantes. Voilà. On va pas finir là-dessus, non? Commentaires, questions? Donc le thème de la prochaine reco, ça sera quoi là? On ne sait pas, le rôle de la politique. Non, c'est vrai que là, on avance vers de nouvelles élections, de droite ou de gauche, on verra qui gagnera, mais peut-être qu'enfin, ce débat sera porté au niveau des politiques. Alors allez-y, voilà, la FHF. Micro. Bien, bonjour. Une question qui n'est pas du tout piège, mais est-ce que dans l'analyse actuelle, et c'est vrai qu'on contribue à la FHF à ce débat, est-ce qu'on a pris la pleine mesure de ce qui se passait dans d'autres pays européens en termes d'économie? Alors je ne parle pas des pays extrêmement en crise économique profonde comme l'Espagne, le Portugal, la Grèce, mais ce qui peut se passer en termes de benchmark avec l'Allemagne, avec les pays scandinaves, avec un pays comme le Danemark. Est-ce qu'aujourd'hui, je prends la nappe un peu comme témoin, est-ce qu'on a aujourd'hui des éléments qui nous permettent d'influer et de permettre aux acteurs de réaliser concrètement des économies dans les établissements? Il faut lire le livre de Dominique Polton qui fait ces comparaisons justement. Et la conclusion générale, c'est que chaque système a une histoire très différente l'une de l'autre. Bismarck, Beveridge, etc. Tout ça se rapproche d'ailleurs parce qu'il y a de plus en plus d'impôts. Mais que on est arrivé à des systèmes qui sont fondés sur l'histoire et c'est très difficile de comparer, même si évidemment des comparaisons sont intéressantes. Parce que comme je disais au début, l'hôpital dépense l'Allemagne dépense beaucoup moins que la France, hein, si on compare à la même population, 11 milliards de moins je crois, mais ils dépensent 6 milliards de plus en soins de ville. Oui, donc alors on dit l'Allemagne, oui, mais ils dépensent plus. Donc c'est très difficile, mais lisez, tout le monde, achetez 7,90 € à la documentation française de Dominique Polton, il est passionnant et il fait ses comparaisons, Cédric. Non, c'est exactement c'est dans le même sens que je voulais aller. Non pas pour citer le livre de Dominique Polton que je n'ai pas lu, mais chacun a compris que tu en étais un fervent promoteur. Mais pour dire effectivement que les comparaisons, elles sont toujours extrêmement difficiles, même si elles sont intéressantes. Il faut s'intéresser vraiment à ce que font les autres. Et là, on a beaucoup de choses, beaucoup de progrès à faire. On essaye, nous, au sein de la FHF, mais également de la FEAP et Unicancer, participer au niveau européen à une mise en pratique et une mise en commun d'outils, mais ça reste difficile tant les systèmes sont extrêmement hétérogènes. Et c'est vrai que souvent, on voit bien le piège de la comparaison. L'IFRAP récemment a fait une étude sur les dépenses comparées France-Allemagne. C'est un tissu d'aberration. C'est pas le fond qui me gêne. Effectivement, il y a réellement des choses à faire évoluer dans notre système. Sauf qu'on peut tout faire dire à des comparaisons. Et tu l'as dit fort justement, Philippe, ils dépensent beaucoup plus en soins de ville. Il y a une concurrence entre les caisses qu'on n'a pas chez nous, où on a un payeur unique. Il y a un positionnement du financeur, de l'assuré. Il y a une histoire qui est absolument pas la même. Et c'est vrai que quand on regarde presque bêtement des indicateurs, on peut tout leur faire dire. On peut leur effectivement dire ils sont beaucoup plus performants. Or, quand on regarde au global, ils ne sont pas plus performants que nous les Allemands. Et puis c'est assez troublant parce que quand on regarde l'Espagne qui était quand même très décentralisée, qui est en train de se recentraliser, après quand on essaie de se comparer, et on nous en a mis des comparaisons avec la Suède, le Danemark, le Québec, très bien, mais faire avec 4 millions et faire avec 60 millions, à mon avis, c'est pas la même chose, quoi. Voilà, je vous propose de... Oui. Non, Cédric, oui. Moi, je voudrais juste faire un petit mot pour rebondir tout à l'heure sur une intervention, puisqu'on a jusqu'à 20h. On a parlé tout à l'heure, Christian, je crois que tu disais ça, c'est pas révolutionnaire. Moi, je crois que c'est vraiment le mot-clé. C'est pas d'une révolution dont on a besoin. On ne révolutionne. D'ailleurs, on ne fera rien en faisant une révolution, ça c'est clair, ou alors elle sera difficile. Je crois que notre système, il a su vraiment fondamentalement évoluer. Regardons l'hôpital tel qu'il était organisé en 2000, tel qu'il est aujourd'hui. Regardons sa capacité d'absorption. Je citerai juste un chiffre, les services d'urgence. En 2002, on accueillait 11 millions de patients au sein des services d'urgence. Aujourd'hui, c'est 19 millions. Mais quelle organisation est capable d'accueillir, d'absorber en plus 8 millions de patients par an?
Pour autant, on n'a pas de file d'attente. Certes, on a des délais d'attente, mais qui ne sont pas globalement les études, je crois, que tu as sorties, sont ces délais tout à fait acceptables par rapport au niveau de prestation. Bref, on est capable de s'adapter. Je crois qu'effectivement, il faut des petites choses et il faut surtout donner de l'air aux professionnels. Arrêter de réglementer en permanence. Encore une fois, hein, et là, nous, c'est la pression qu'on met en permanence aux agences régionales de santé, qui sont encore une fois une très bonne idée, mais une mauvaise application. C'est pas d'ailleurs moi qui le dis, c'est le Sénat hein, qui en avait fait le titre de ce rapport. Quand on adresse chaque année 220 circulaires au directeur d'établissement, on le tue le système. On le tue. On a un système une circulaire de 80 pages sur la seule façon de mesurer la satisfaction des patients, où on détaille tout, quasiment la façon dont on dit bonjour aux gens. Mais arrêtons parce qu'on est en train vraiment de décourager les jeunes professionnels, de décourager d'une façon générale les envies. Donc il faut vraiment alléger, simplifier et au maximum réglementer. Et responsabiliser. Mais le principal coupable, c'est pas les agences régionales de santé, je terminerai par là, c'est le ministère de la Santé. Tout le monde s'est changé, tout le monde a changé, sauf le ministère, qui reste staffé de la même manière, qui reste organisé de la même manière, et le principal responsable d'aujourd'hui des difficultés qu'ont les agences régionales de santé, c'est le ministère qui continue à faire pleuvoir les injonctions sur les agences régionales de santé, qui en a fait des préfectures sanitaires, là où aussi les agences régionales de santé, elles ont besoin de marge de manœuvre, elles ont besoin de contractualiser avec les professionnels, avec les établissements, elles ont besoin de sanctionner, elles ont besoin de prendre des risques, de faire des paris sur l'innovation, et de pas tout passer en permanence dans les comités théodules du ministère. Il est 20h. Paris s'éveille. Merci.